Le droit des sociétés, rien que les mots, ça peut faire un peu peur, non? On a l'impression que c'est un truc réservé aux experts. Et pourtant, c'est un domaine qui est au cœur de quasiment toute notre économie. Allez, aujourd'hui, on plonge là-dedans et on va voir ce qui se cache vraiment derrière ce mot « société ». Alors, la grande question, au fond, une société, c'est quoi? On utilise ce mot tous les jours, mais au-delà de l'usage courant, la réponse est un mécanisme juridique vraiment fascinant. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Voilà notre feuille de route. On commence par la base, qu'est-ce que c'est et quels sont les principes? Ensuite, on va explorer une division super importante entre les sociétés de personnes et de capitaux. On regardera des exemples très concrets, avant de finir par suivre la vie d'une société, de sa création à sa fin. C'est parti! Première étape donc, qu'est-ce qu'une société? Pour bien piger le concept, le plus simple, c'est de le décomposer en plusieurs briques essentielles. En fait, avant toute chose, il faut voir la société comme un outil, un mécanisme très ingénieux. Sa toute première fonction est simple, c'est de permettre à plusieurs personnes de mettre en commun leurs ressources, leur argent, pour financer un projet qu'elles ne pourraient jamais lancer toutes seules. Et cet accord, attention, ce n'est pas juste une poignée de main. Juridiquement, une société, ça naît d'un contrat. C'est ce document qu'on appelle les statuts qui va mettre noir sur blanc toutes les règles du jeu entre les fondateurs, les associés. Et le but de ce jeu, il est très clair. On ne s'associe pas simplement pour le plaisir de collaborer. L'objectif final, c'est bien de générer des profits et évidemment de se les partager. C'est cette motivation principale qui fait toute la différence entre une société et d'autres types de groupements. Et maintenant, voici le concept clé, la petite touche de magie juridique. Une fois qu'elle est créée, la société devient ce qu'on appelle une personne morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a son propre nom, son propre patrimoine, ses propres droits et devoirs. Elle est complètement distincte de ses propriétaires. C'est une entité autonome. Bon, maintenant qu'on a la définition, allons voir les principes fondamentaux. Ce sont en quelque sorte les règles du jeu sur lesquelles repose n'importe quelle société. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a plein de formes de sociétés, elles reposent toutes sur une base légale commune. Au Maroc, par exemple, cette base est définie par le daïr des obligations et des contrats. C'est ce socle qui établit les règles générales pour toutes. Et ce doc met en lumière 3 piliers. Premièrement, la volonté de s'associer, de décider de mettre des choses en commun. Deuxièmement, on l'a déjà vu, la recherche de bénéfices. Et troisièmement, un principe d'égalité. Les associés ont des droits qui sont partagés et ils participent aux décisions. Pour bien comprendre, comparons avec ce qui n'est pas une société. Une association, par exemple, elle ne cherche pas à faire du profit. Et la différence est cruciale, surtout à la fin. Quand on dissout une société, son actif est partagé entre les associés. Celui d'une association, non. Il est transmis à une autre association ou au domaine public. La finalité, ça change tout. On entre maintenant au cœur du sujet. Parce que, bien sûr, toutes les sociétés ne se ressemblent pas. Il existe une division fondamentale qui détermine leur nature même. Pour ça, il faut connaître une petite expression latine. Intuitu personae. Ça veut dire en considération de la personne. Dans certains contrats, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on apporte, mais qui on est. La confiance, la relation personnelle, c'est ça qui est au centre de tout. Et c'est précisément là que se trouve la grande division. D'un côté, on a les sociétés de personnes, où l'on s'associe avec des gens de confiance, le qui est plus important que le combien, et de l'autre, on a les sociétés de capitaux. Là, la personnalité de l'investisseur importe peu, ce qui compte, c'est le montant de son apport. La théorie, c'est bien, mais voyons un peu comment tout ça se traduit dans la pratique, avec des formes juridiques bien concrètes. Prenons les deux extrêmes pour bien voir la différence. D'abord, la société en nom collectif, la SNC. C'est l'exemple parfait de la société de personnes. Ici, la responsabilité est illimitée, solidaire. Ça veut dire que les associés sont personnellement responsables des dettes de l'entreprise sur leurs propres biens. Et à l'opposé total, on a la société anonyme, la SA, où les actionnaires ne risquent que leur mise de départ. Deux philosophies, vraiment deux mondes. La SAS, c'est le vrai moteur du capitalisme moderne. Il faut au moins 5 actionnaires. La responsabilité est limitée, ce qui encourage à investir, le capital est divisé en actions qu'on peut s'échanger facilement, et la gestion est très structurée, avec une séparation des pouvoirs. Bref, une grosse machine. Allez, pour finir, jetons un œil au cycle de vie complet d'une société, de sa naissance juridique jusqu'à sa disparition. Créer une société, ce n'est pas juste une idée, c'est un processus très formel. Les étapes clés, c'est d'abord le dépôt du capital sur un compte bancaire bloqué pour prouver que les apports sont réels, ensuite la signature des statuts, qui est l'acte de naissance officiel, et enfin les formalités de publicité légale pour informer tout le monde de son existence. Mais une société n'est pas éternelle. Elle peut prendre fin pour plusieurs raisons. L'arrivée du terme qui était prévu dans les statuts, l'atteinte de son objectif, une simple décision des associés, un jugement, ou même une fusion avec une autre entité.
Alors, après ce petit tour d'horizon, une question reste. Ce choix de la structure juridique, est-ce que c'est la décision qui change tout pour un projet? Entre le poids des personnes et celui des capitaux, entre le risque illimité et la protection, ce choix de départ, finalement, il ne fait pas que définir un cadre légal. Il façonne la culture, l'agilité et même le destin de l'entreprise. C'est une réflexion essentielle.